Bonjour, l'intitulé de notre conférence, c'est les manifestations digestives au cours de l'infection HIV. Donc, avant de commencer le cours, on doit connaître les objectifs pédagogiques de notre conférence. En premier, c'est connaître les différentes localisations des manifestations digestives liées à l'infection HIV, décrire les différentes pathologies liées à l'infection VIH, donc on a les pathologies infectieuses opportunistes, les pathologies tumorales et les pathologies iatrogènes liées au traitement antiviraux. Troisièmement, connaître les moyens diagnostiques, on a les explorations microbiologiques, les explorations endoscopiques et les explorations radiologiques. Et à la fin, connaître les traitements spécifiques des différentes manifestations digestives. L'infection HIV est une maladie infectieuse à potentiel épidémique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA, ONU-SIDA, estimait en 2009 à 33,3 millions le nombre de personnes au monde vivant avec le virus HIV. Ces personnes, qu'elles soient séropositives ou atteintes du SIDA maladie. L'infection HIV est une pathologie chronique qui passe par plusieurs étapes d'évolution, allant de la primo-infection, c'est-à-dire depuis le contact avec le virus, jusqu'au stade de la maladie. Le VIH tient principalement sa pathogénicité de sa capacité à détruire les cellules immunitaires, en l'occurrence les lymphocytes T, CD4+, et les macrophages, d'où l'immunodéficience. Cette dernière est à l'origine des nombreuses manifestations cliniques qui peuvent marquer l'évolution de la maladie. L'appareil digestif, et en particulier le tube digestif, est une cible privilégiée du VIH. Les manifestations digestives au cours de l'infection à HIV sont fréquentes et polymorphes. Elles sont essentiellement marquées par les infections et particulièrement les infections opportunistes. On va entrer dans le vif du sujet donc, pour décrire les différentes manifestations digestives liées à l'infection HIV. On va commencer par les atteintes œsophagiennes. L'œsophage est l'organe digestif le plus fréquemment touché au cours de l'infection à HIV. La découverte d'une œsophagite supposée infectieuse doit faire proposer de principe la réalisation d'une sérologie HIV. Cette découverte est soit clinique, donc rapportée par le malade, ou découverte endoscopique à l'occasion d'une endoscopie, donc où de suspicion d'une œsophagite d'origine infectieuse, automatiquement le médecin doit demander une HIV afin d'éliminer une infection SIDA. Donc, parmi les atteintes œsophagiennes, on a les mycoses œsophagiennes. La candidose œsophagienne, qui est l'organe unique de l'atteinte candidosique, représente la principale infection opportuniste digestive au cours de l'infection HIV. Elle représente 10 à 30% de toutes les infections. Elle est révélatrice de 16% des infections à HIV, habituellement due au Candida albicans, qui est une levure saprophyte commensale de l'oropharynx. D'autres espèces peuvent cependant être en cause. On a le Candida krusei, le Candida tropicalis, le Candida glabrata et le Cryptococcus neoformans. Cliniquement, on peut avoir une dysphagie, une odynophagie, des brûlures rétrosternales, et parfois peuvent être associés à des nausées et des vomissements. Dans 20 à 80% des cas, cette atteinte œsophagienne peut être associée à une atteinte buccale. Il s'agit d'une candidose descendante, c'est-à-dire que la colonisation commence le plus souvent à partir de la bouche ou de la partie supérieure de l'œsophage. Donc, la partie haute de l'œsophage est plus fréquemment atteinte. L'endoscopie digestive n'est réalisée qu'en seconde intention. Pourquoi? Parce que dans le cas de la candidose œsophagienne, le diagnostic est le plus souvent clinique et permet d'objectiver, cette endoscopie permet d'objectiver des lésions qui peuvent être typiques de candidose œsophagienne. C'est des plaques de fausse membrane, blanchâtres, plus ou moins épaisses et étendues, réalisant dans les cas les plus typiques un aspect en rail. En cas de doute, la biopsie ou au mieux le frottis permettra de mettre en évidence les filaments mycéliens.
qui sont typiques de l'infection à Candida. La culture sur le milieu spécifique de Saburo peut permettre le diagnostic de l'espèce en cause. Le traitement repose sur le fluconazole à la dose de 100 à 200 mg par jour pendant 10 à 15 jours. Il entraîne une guérison clinique dans pratiquement 100% des cas. Une éradication des levures peut être obtenue dans 75 à 100% des cas au bout de 15 jours à un mois. Les récidives sont cependant fréquentes et ce d'autant plus que l'immunodépression est importante. D'où la nécessité d'une prévention locale, c'est ce genre de patient, grâce à des bains de bouche antifongiques quotidiens. Les complications sont rares, peuvent être à type d'une hémorragie, de sténose par pseudotumeur, des perforations ou des fistules bronchiques ou médiastinales. La dissémination à distance est exceptionnelle et l'endoscopie de contrôle n'est pas systématique en cas de disparition des symptômes. Deuxième atteinte virale œsophagienne, on a les œsophagites acétomégalovirus. C'est la plus fréquente des œsophagites virales. C'est la deuxième cause des atteintes œsophagiennes après celle de la candidose. C'est la deuxième localisation digestive de ce virus après les atteintes coliques, elle se voit dans 20% des cas. La symptomatologie, elle est essentiellement douloureuse et l'endoscopie haute est indispensable contrairement à la candidose. Donc elle est indispensable pour le diagnostic. Comment? Elle permet d'objectiver les lésions qui sont situées le plus souvent dans la moitié inférieure de l'œsophage à type d'ulcération unique ou multiple, parfois de très grande taille. Donc, au niveau de la partie inférieure de l'œsophage, près du cardiaque. Et elle permet aussi, cette endoscopie permet aussi de réaliser des biopsies en vue d'un diagnostic de certitude. Donc, l'étude histologique des biopsies permet de mettre en évidence d'inclusions virales caractéristiques et ces inclusions virales peuvent être associées à un effet histopathogène, c'est-à-dire une destruction tissulaire. Le traitement repose sur le ganciclovir par voie intraveineuse pendant 3 semaines. Deuxième infection virale, on a les œsophagites herpétiques. Elles sont plus rares, prédominent également à la partie distale de l'œsophage et l'endoscopie retrouve des ulcérations superficielles et diffuses. Les biopsies sont indispensables pour confirmer le diagnostic et le traitement repose sur l'aciclovir. D'autres virus tels que le virus zona varicelle, l'Epstein-Barr virus et le papillomavirus ont été décrits au niveau de l'œsophage, bien que les responsabilités restent à démontrer. On peut avoir d'autres atteintes infectieuses œsophagiennes, en plus de l'infection virale et l'infection fongique. On a les œsophagites bactériennes et parasitaires, mais qui sont très rares. Seuls quelques cas d'atteinte œsophagienne à gènes pyogènes, à mycobactéries atypiques, à cryptosporidie ou à pneumocystis carinii ont été rapportés. Quatrième atteinte œsophagienne, c'est les ulcérations œsophagiennes idiopathiques, qui constituent une entité à part entière par les problèmes diagnostiques et thérapeutiques qu'elles posent. Elles surviennent sur un terrain d'immunodépression très avancé et se manifestent également par une symptomatologie très douloureuse. Le diagnostic différentiel, c'est l'œsophagite ulcérée à CMV, acétomégalovirus, et la négativité des examens histologiques et des cultures virales permet d'évoquer le diagnostic. Donc, les ulcérations œsophagiennes idiopathiques, c'est un diagnostic d'élimination par rapport aux infections œsophagiennes, qu'elles soient virales, bactériennes, fongiques et autres. Donc, pour retenir le diagnostic des ulcérations œsophagiennes idiopathiques, il est indispensable d'éliminer les origines infectieuses. Le traitement repose sur la corticothérapie à raison de 0,7 à 1 mg par kilo par jour de prednisone pendant 1 mois. Cette corticothérapie donne une efficacité qui est importante et sans effet délétère sur l'immunité. Donc, après les atteintes œsophagiennes, on a les atteintes gastriques. Parmi les atteintes gastriques, on a les gastrites, qui sont fréquentes mais le plus souvent non spécifiques. Cliniquement, c'est des épigastralgies ou des signes d'intolérance alimentaire. L'endoscopie, c'est des lésions érythémateuses ou érythémato-érosives. La biopsie elle est habituellement non contributive. Et les gastrites peuvent être d'origine infectieuse. Donc, soit elle est d'origine virale
tels que cytomégalovirus et l'herpès, ou parasitaires tels que la cryptosporidiose. La présence d'Helicobacter pylori a également été rapportée, mais semble moins fréquente que dans la population non immunodéprimée. Deuxième atteinte gastrique, c'est la gastroparésie, qui est assez fréquente, qui est assez fréquemment rencontrée. La clinique, donc soit des sensations douloureuses ou de plénitude gastrique pendant ou après les repas. Ce syndrome, qui peut être très invalidant, est responsable d'une perte de poids importante et serait lié à une atteinte neurovégétative due au VIH et responsable d'un retard de la vidange gastrique. Cette gastroparésie doit être gérée par des conseils diététiques, essentiellement une fragmentation des repas. Le traitement symptomatique est peu efficace. Les atteintes bulbaires et duodénales, toutes les lésions décrites au niveau de l'estomac peuvent se voir à ce niveau. D'autres germes tels que les mycobactéries, les mycosporidies, les Ospora bili peuvent s'y rencontrer. Les atteintes grélocoliques, elles sont les atteintes les plus fréquemment retrouvées en cas d'infection à VIH. Et le maître symptôme de ces atteintes gréliques, c'est la diarrhée. C'est la manifestation digestive la plus fréquente au cours de l'infection par VIH. Elle affecte, selon les séries, environ 50% des patients infectés dans les pays développés et jusqu'à 90% dans les pays en voie de développement. Sa caractéristique principale est la chronicité et elle est très dépendante du niveau de déficience immunitaire. La pathogénie n'est pas encore démontrée et ses étiologies sont essentiellement infectieuses. Donc on va essayer de décrire toutes les différentes infections intestinales. Donc on a les infections parasitaires, la cryptosporidiose. Elle est due au Cryptosporidium parvum, qui est un protozoaire parasitaire des entérocytes. Tout le tube digestif est concerné, y compris les voies biliaires, entraînant des cholangites ou des cholécystites alithiasiques. Cliniquement, c'est une diarrhée abondante hydroélectrolytique avec une nette composante sécrétoire, une malabsorption. L'évolution est chronique et peut se compliquer d'un amaigrissement important et une déshydratation sévère. Le diagnostic est fait à l'examen parasitologique des selles avec une mise en évidence d'ocytes de Cryptosporidium après coloration de Zen-Nielsen modifié. Le traitement, c'est à base de nétazozanide à raison de 1 g par jour pendant 1 mois à 1 mois et demi. Deuxième infection parasitaire, c'est la microsporidiose. Deux espèces de microsporidiose digestive ont été identifiées chez les patients atteints de sida. On a l'encéphalocétosone intestinalis et l'entérocétosone bienusii. Le portage sain semble cependant relativement fréquent. L'atteinte biliaire peut être associée. La très petite taille de ce protozoaire intracytoplasmique rend le diagnostic de routine difficile. Mais actuellement, des colorations spéciales permettent de mettre en évidence à l'examen des selles. L'albendazole utilisé dans le traitement des microsporidioses n'a qu'une relative efficacité limitée à l'encéphalotosone intestinalis, qui est de loin l'espèce la plus rare. La fumagiline semble être efficace dans l'atteinte par l'entérocétosone bienusii. Des rechutes tardives ont été rapportées. Quatrième infection parasitaire, on a l'Isosporose. Due à l'Isospora bili, qui est à l'origine de 15 à 20% des cas de diarrhée du sida dans les pays en voie de développement. Souvent, il s'agit d'une diarrhée hydroélectrolytique de type sécrétoire, volontiers fébrile et d'évolution chronique. Le diagnostic est fait à l'examen parasitologique standard des selles et le traitement est à base de cotrimoxazole à raison de 4 g par jour pendant 10 jours. La fréquence des rechutes peut parfois justifier un traitement à long cours à raison de 1 à 2 g par jour. D'autres parasitoses peuvent être en cause. On a la giardiase, qui ne semble pas toucher plus fréquemment les patients infectés par le VIH que la population générale. La clinique, le diagnostic et le traitement de cette infection ne présentent pas de particularité par rapport à l'immunocompétent et le traitement repose sur le métronidazole. L'anguillolose, qui est rare au cours du sida, d'autres protozoaires peuvent être en cause tels que l'entameba
histolytica qui sont fréquemment retrouvées dans les infections à VIH. Leur pathogénicité reste discutée, leur symptomatologie et leur prévalence ne semblent pas être modifiées par l'infection à VIH et leur traitement ne modifie pas le plus souvent le cours de la diarrhée. Après les infections parasitaires, on va passer aux infections bactériennes. Les salmonelloses mineures, les shigelloses, les campylobactérioses et les yersinioses représentent 2 à 5% des causes de diarrhée au cours de l'infection à VIH. Elles sont 5 à 20 fois plus fréquentes que la population générale. Elles peuvent survenir à tous les stades de la maladie. Elles sont à l'origine de diarrhée aiguë, fébrile, souvent glérossanglante et associée à des douleurs abdominales. L'évolution de la diarrhée est parfois chronique. Les formes septicémiques et de rechute ne sont pas rares. Le diagnostic est fait à la coproculture et à l'hémoculture et le traitement est à base de céphalosporine 3e génération et de quinolone pour les salmonelloses mineures et la shigellose et à base de macrolide et quinolone pour le campylobacter. Deuxième infection bactérienne, c'est l'entérocolite Clostridium. L'utilisation prolongée des antibiotiques, en particulier la clindamycine, dans le traitement de la toxoplasmose et les hospitalisations fréquentes représentent des facteurs de risque de l'infection à Clostridium difficile. La clinique, elle est de simple diarrhée à la colite pseudomembraneuse. Elle peut se compliquer de cholectasie et le diagnostic est fait soit par l'identification du Clostridium difficile dans les selles, ou la recherche de toxines du Clostridium difficile dans les selles, ou devant un aspect typique de pseudomembrane colique. Le traitement est à base de métronidazole et la vancomycine par voie orale qui est efficace. Toujours dans les infections, avec les infections bactériennes, on a une infection intestinale par le Mycobacterium. Le Mycobacterium avium, qui est intracellulaire, est retrouvé dans 10 à 20% des cas de diarrhée. La tuberculose intestinale est possible, mais qui n'est pas rare. Après les infections bactériennes et parasitaires, donc on a les infections virales. On va commencer par l'infection ACMV. Le CMV peut toucher tous les segments du tube digestif. Donc la localisation habituelle du cytomégalovirus est le côlon, soit de façon segmentaire ou de façon diffuse. 8 à 13% des malades diarrhéiques est due à l'infection au CMV. La clinique, donc elle est soit une diarrhée, douleur abdominale, fièvre et parfois même des rectorragies. Les complications sont différentes, soit nécrose ischémique, péritonite, hémorragie ou cholectasie. Le diagnostic il est soit endoscopique, donc soit on retrouve des lésions simples d'érythème, voire des ulcérations diffuses, ou à l'étude histologique des biopsies provantes qui mettent en évidence les inclusions intranucléaires ou intracytoplasmiques. Mais ce signe qui n'est pas constant. Le traitement c'est à base de ganciclovir. D'autres infections virales ont été retrouvées, telles que l'astrovirus, cassivirus et adénovirus, qui pourraient présenter une cause de ces diarrhées. Le diagnostic qui n'est pas disponible en retour et l'imputabilité de la présence de ces virus sur les symptômes cliniques est difficile à interpréter. Les infections fongiques, elles sont rarement à l'origine de la diarrhée. Le Candida albicans est habituellement retrouvé dans les selles des patients atteints de sida, mais il n'est pas toxique, il n'est pas érosif au niveau du côlon, il est seulement au niveau de l'œsophage. Son éradication reste possible par des antifongiques usuels sans modification de la diarrhée et de la malabsorption. Au cours des histoplasmoses et des cryptococcoses disséminés, les atteintes digestives peuvent être responsables de la diarrhée. Après les atteintes infectieuses, atteintes grélocoliques, on a atteintes grélocoliques d'origine tumorale. On a plusieurs types de tumeurs. On a le lymphome mâle non hodgkinien qui est moins fréquent que la maladie de Kaposi. L'incidence tend à augmenter parallèlement à l'augmentation de la survie des patients. Plus souvent, le lymphome
Plus souvent, c'est un lymphome de type B, de haut grade de malignité. Rarement, c'est un lymphome T ou lymphome Hodgkinien. Les lymphomes non Hodgkiniens de type B sont décrits chez près de 5% des malades infectés par le VIH, dans près d'un tiers de localisation digestive. Tous les segments du tube digestif peuvent être touchés. Les signes d'appel sont en fonction de leur localisation et sont très fréquemment associés à des signes généraux souvent marqués. Deuxième atteinte tumorale, on a la maladie de Kaposi. La maladie de Kaposi, dont l'infection à un VIH, représente une évolution rapide et une diffusion systémique essentiellement pulmonaire et digestive. Les localisations digestives surviennent rarement en l'absence d'atteinte cutanée. Tous les segments du tube digestif peuvent être touchés. L'aspect endoscopique est en règle très évocateur sous forme de nodules ou de couleur pourpre, ulcérés ou hémorragiques, parfois. Rarement des tumeurs sessiles ou polypoïdes. Donc, en raison du caractère sous-muqueux, les biopsies sont négatives. L'histologie, ce sont des tumeurs caractérisées par une intense néovascularisation anarchique associée à une prolifération de cellules fusiformes, probablement d'origine endotheliale. Des localisations hépatiques et pancréatiques peuvent être associées, mais qui sont asymptomatiques. Le traitement, c'est à base de chimiothérapie. Toujours dans les atteintes grélocoliques, donc on a les diarrhées iatrogènes secondaires au traitement antiviraux. Les antiviraux peuvent, avec une fréquence variable, être à l'origine d'une diarrhée chronique et fluctuante. La prévalence de cet effet secondaire varie de 5 à 15%, arrivant jusqu'à 50% selon la combinaison utilisée. Les médicaments les plus souvent en cause sont les inhibiteurs de la protéase, en particulier le nelfinavir, le lopinavir et le ritonavir. Il s'agit habituellement d'une diarrhée de moyenne abondance non fébrile, peu de retentissement sur l'état général et sensible au ralentisseur de transit. Ces effets secondaires peuvent induire une mauvaise observance du traitement. Il est par ailleurs démontré qu'ils sont corrélés à la concentration plasmatique des antiprotéases. Une autre origine de diarrhée, on a un autre type de diarrhée, mais sans cause retrouvée dans les atteintes grélocoliques secondaires à l'infection de VIH. Dans 10 à 30% des cas, aucune étiologie n'est retrouvée à la diarrhée. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer les entéropathies à VIH. On a soit dû à la présence de gènes non encore identifiés, soit un déséquilibre de la flore saprophyte, soit à des troubles de la motricité par atteinte neurovégétative ou par implication du VIH lui-même. La thérapie anti-VIH semble être efficace. On va passer aux atteintes proctologiques. La pathologie proctologique chez les sujets séropositifs sans déficit immunitaire est la même que celle de la population séronégative. C'est au stade de sida maladie que les lésions deviennent graves, en rapport avec une immunodépression marquée. Elles sont souvent délabrantes, soit liées à l'immunodépression, soit aux pratiques sexuelles. Les lésions sont regroupées en ulcérations et en tumeurs. On va commencer par les ulcérations. Donc, on a deux types de lésions ulcérées. On a des lésions ulcérées d'origine infectieuse et les lésions ulcérées d'origine idiopathique. Donc, pour les lésions ulcérées d'origine infectieuse, le plus souvent sont dues à deux types de virus. On a l'herpès virus et le cytomégalovirus. Donc les ulcérations herpétiques, elles sont fréquentes, souvent confluentes et extensives, mais superficielles. Leur caractère très douloureux est évocateur, au point que toute ulcération douloureuse doit faire évoquer le diagnostic et peut justifier un traitement d'emblée. Le traitement est à base de désinfection locale, antalgique et acyclovir. Les récidives sont fréquentes et l'évolution vers la chronicité est possible. Les ulcérations à cytomégalovirus, elles sont moins fréquentes et ces ulcérations sont plus profondes et à bord surélevé. Et le traitement repose sur le ganciclovir. Il est à noter qu'il y a des gènes qui peuvent être en cause, tels que Treponema pallidum, mycobactéries atypiques et leishmanie. Le deuxième type de lésions ulcérées, on a les ulcères idiopathiques, qui sont assez fréquents, environ un tiers des cas. Comme dans les ulcères idiopathiques œsophagiens, le VIH peut être mis en évidence dans ces lésions. Le traitement, il est symptomatique pour les lésions bénignes, à base d'application de xylocaïne et d'infiltration de corticoïdes. Et
Pour les formes très extensives, donc on peut passer voire même à une alimentation parentérale ou une colostomie de décharge. Deuxième atteinte proctologique, c'est les lésions tumorales. Donc on a les condylomes et le cancer épidermoïde anal. On peut avoir d'autres lésions tumorales qu'on va décrire par la suite. Donc pour les condylomes, ils sont très fréquents et doivent être systématiquement recherchés. Donc ils sont dus à humain papillomavirus, ils ont un risque de dégénérescence en cancer épidermoïde et le traitement est à base d'une destruction régulière, soit à la cryothérapie, à la photocoagulation ou à l'électrocoagulation. Le cancer épidermoïde anal, donc particulièrement fréquent chez les patients infectés par le VIH, sa prévalence augmente en cas d'infection VIH et le traitement repose sur la radiothérapie, parfois associé à une chimiothérapie, voire même une exérèse chirurgicale dans certains cas. Les autres causes tumorales des atteintes proctologiques, on a la maladie de Kaposi et les lymphomes non hodgkiniens, qui sont déjà évoqués, peuvent avoir une localisation au niveau de la mâche anale, du canal anal et du rectum et sont fréquemment associés à l'homosexualité. On va terminer par les manifestations hépatobiliaires. Donc on a deux types de manifestations. On a les hépatites virales chroniques qui sont fréquentes chez les sujets infectés par le VIH vu le même mode de transmission. En raison de l'immunodépression, elle se caractérise par une évolution plus rapide vers la cirrhose et une moins bonne réponse au traitement. D'autres gènes tels que cytomégalovirus et les mycobactéries et certaines mycoses ont été rapportés à l'étude histologique des biopsies hépatiques. Les cholangites et les cholécystites altéasiques ne sont pas rares, elles sont dues aux microsporidies et cryptosporidies, et voire même au cytomégalovirus. Elles sont souvent asymptomatiques et révélées par une cholestase biologique. En conclusion, les atteintes digestives liées au sida sont assez fréquentes, dominées par les infections opportunistes. Les œsophagites mycosiques sont les plus fréquentes, suivies par l'infection à CMV, à cytomégalovirus. L'endoscopie digestive haute et basse avec des prélèvements biopsiques occupe une place importante dans la prise en charge des patients présentant des atteintes digestives liées au sida. Elle permet le diagnostic positif elle permet le plus souvent un diagnostic précis permettant d'orienter le traitement. Et je vous remercie.